Ça sent le printemps en Suisse. Nous vous emmenons visiter une dizaine de jardins très originaux. Je suis en train de réaliser un rêve. Jetons un coup d'œil de l'autre côté des haies et des clôtures pour découvrir ces petits paradis cachés. En fait, ce jardin, c'est toute ma vie. Apprenons à connaître les personnes qui soignent et chérissent ces jardins. Je suis dans le canton de Thurgovie, le verger de la Suisse, près du village de Lanterswil. Je viens visiter un jardin dont on parle beaucoup sur Internet et apparemment pour de bonnes raisons, comme nous allons le découvrir. Quand on parle d'un jardin, on pense à quelque chose d'agréable pour les yeux et l'esprit, et on pense plus rarement à l'imaginer comme un lieu de vie, tout simplement. C'est ce qu'ont réalisé Carmen et Rolf Sigrist autour de leur maison familiale. Partis de rien, ils ont su créer un petit paradis en l'espace de 10 ans. Allons le découvrir. Voyons s'il y a quelqu'un à la maison. En tout cas, les chiens aboient. Bonjour Carmen, je peux entrer? À l'intérieur, je découvre une maison moderne, vitrée de tous les côtés, et j'ai l'impression que le jardin fait partie du salon. Le jardin fait partie de votre maison, et on peut aussi habiter dans le jardin. On y trouve même une chambre à coucher. Oui, c'est ça. Ce lit, c'est juste une décoration? Non, on l'utilise pour dormir dehors, pendant les belles nuits d'été. Ah bon? C'est très agréable. On peut s'asseoir? Oui. C'est vous qui avez construit ici, n'est-ce pas? À quoi ça ressemblait il y a 10 ans? Le premier hiver, il n'y avait qu'une grande excavation là-devant. Il n'y avait pas un arbre, pas une tige, rien. On a tout commencé tout seul en 2008. La plupart du temps, quand on construit une maison, on n'a plus d'argent quand il s'agit de faire le jardin. Et toi, tu avais un plan précis de ce que tu voulais pour ce jardin? Oui, j'ai dessiné le plan du jardin et les zones qui le composent. Dès le premier printemps, avec mon mari, on s'est mis au travail. Carmen est dessinatrice en bâtiment. Elle sait faire ce genre de plan. Comment diviser l'espace et créer des atmosphères différentes. Et en ce qui concerne les travaux, comme le budget était limité, Carmen et Rolf ont littéralement tout fait eux-mêmes. Seule l'excavation a bénéficié de l'aide d'une pelleteuse. La première chose qu'on a plantée, c'est ce saule là-bas. Il a bien poussé en 10 ans. Au début, on plante beaucoup pour que ça devienne vite vert et pour s'isoler du voisinage, non? Oui. Alors vous avez commencé par les arbres et ensuite vous avez planté quoi? Ensuite sont venus les vivaces. Et comme tu dis, au début, on a tendance à beaucoup planter. J'ai aussi fait cette erreur. J'ai élevé beaucoup de plantes moi-même à partir de boutures. Partout, j'essayais de combler l'espace avec quelque chose. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à faire machine arrière. Après quelques années, on déterre plein de choses. Oui, tout pousse facilement. Carmen, tu as toujours eu la main verte? Oui, déjà enfant, je m'occupais des plantes dans la maison. Puis à 17 ans, je me suis installée avec mon conjoint. Et là, on a eu notre premier jardin à nous. Et c'est toujours le même conjoint? Toujours le même homme, oui. Et créer un jardin, c'est venu avec la maison? C'était la première fois que je me trouvais face à ce défi, de créer un jardin entièrement par moi-même. C'était comme une toile vierge que j'avais la possibilité de peindre. Et c'est quelque chose de génial de pouvoir réaliser sa vision
ses idées et ses rêves. Et pour réaliser le jardin de leurs rêves, Carmen et son mari n'ont pas seulement été inventifs, ils ont dû aussi travailler. Ils ont construit chaque muret, ce qui a nécessité 18 tonnes de grès, aménagé chaque sentier de sable et de gravier. Ils ont aussi créé de beaux accessoires en harmonie avec les plantes. En faisant tout eux-mêmes, ils ont pu rester fidèles au jardin tel qu'ils l'avaient rêvé. Dans la partie ombragée, j'ai mis des guirlandes de miroirs. Là-bas derrière, c'est assez sombre. Et ces miroirs amènent des touches de lumière. Pas compliqué, des miroirs, de la colle et du fil. Et l'ombre du jardin est traversée de petits éclairs. Ça fait déjà quelques années que je les ai suspendus. Je les change de temps en temps. Et le soir, ça scintille de tous les côtés. Carmen, quand tu dis que tu travailles avec des boutures, c'est par mesure d'économie? Oui, exactement. Ça me permet aussi de multiplier les plantes et de pouvoir en offrir à des amis. Oui, mais toutes les plantes ne peuvent pas être élevées et multipliées à partir de boutures. Avec celle-ci, par exemple, ça marche? Oui, tout à fait. Tu as une technique spéciale pour ça? Oui. Il faut choisir des pousses matures. Là, tu coupes une pousse déjà grande. Ensuite, il faut l'effeuiller. Tu les enlèves. C'est ça. C'est très important de couper toutes les fleurs, afin que la pousse concentre son énergie dans la croissance des racines et pas dans les fleurs. Donc toutes. Oui, tout le dessus. Ça, je le mets derrière l'oreille. Et là, tu coupes aussi? Oui, tout. Il ne doit rester Que la tige. Oui. Il y a d'autres choses que tu élèves à partir de boutures? Il y a des roses que j'ai déjà... Quoi? Des roses? Oui, ça marche bien. Là, il y a des roses. On peut essayer? Je pense que ça marche. On prend ça avec nous. Oui. Tu veux couper la bouture? Oui, volontiers. Allons-y. Je pose ça là. Pour les roses, c'est important de ne pas prendre des pousses trop jeunes et souples, plutôt celles qui sont épaisses, comme un crayon. Il faut une terre particulière pour faire pousser les boutures? Non, je prends de la terre normale. Il faut juste éviter qu'il y ait de la tourbe. Sans tourbe alors. Donc là, on a notre pousse de rose. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je dois tout couper? Il ne faut pas confondre le haut et le bas. Je coupe le bas en biais et le haut droit, pour ne pas me tromper. C'est fait. Très bien. Et c'est possible, avec une aussi longue tige, de faire plusieurs boutures? Oui. Là, on peut déjà en faire 2. Et maintenant, je le coupe au milieu, à peu près. Voilà. Et ensuite, on le plante? Exact, on le plante. Juste comme ça? Oui. J'ai jamais fait ça. Plante-le assez profond. Avec des roses? Je pars du principe que ça va marcher. Même si je ne l'ai jamais fait, je te fais confiance. Et pour les géraniums, on fait la même chose? Oui. Mais il faut d'abord les mettre dans un peu d'eau. Non, pas forcément. Celui-là a déjà plein de racines. Oui. Celui-là, je l'ai mis dans l'eau, mais j'aurais pu tout aussi bien le mettre directement en terre. Et c'est important de tailler les bourgeons et d'enlever la plupart des feuilles. Et après, il faut être patient. Avec ces branches, c'est la même chose? Je peux les planter comme ça? Exactement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des boutures avec autant de plantes. Oui, c'est comme ça. Merci. Maintenant, il faut arroser? Oui, il faut les arroser. Et c'est bien de les mettre à un endroit ombragé ou semi-ombragé. Mais est-ce que c'est toujours aussi facile?
Notre expert en plantes, Niels Honetschläger, va nous donner quelques informations sur la manière d'élever des plantes. Beaucoup de plantes sont très faciles à multiplier et c'est une manière de reproduire nos plantes préférées en grande quantité. Il faut différencier la multiplication générative et la multiplication végétative. La multiplication générative est une plantation de genre, nécessitant la présence de plantes mâles et femelles. De celle-ci est issue une graine, avec un nouveau patrimoine génétique. On peut ensuite la semer et obtenir de nouvelles plantes. Avec la multiplication végétative, on coupe une partie d'une plante afin d'en créer une nouvelle. Ça correspond à un clonage. C'est-à-dire que la nouvelle plante a le même patrimoine génétique que la précédente et va donc être identique. Les fraisiers produisent des stolons aériens. On peut simplement les couper, les planter en terre et cela donnera de nouvelles pousses. On peut faire la même chose avec l'herbe vaudoise. Beaucoup de plantes vivaces et herbacées peuvent être multipliées dès qu'elles atteignent une certaine taille. C'est très simple, comme avec l'aloès, dont il suffit de couper une partie et de la replanter. Il est possible de faire la même chose avec un certain nombre de bulbes de fleurs, comme avec ces glaïeuls. Simplement les séparer et on obtient deux plantes. Les boutures de feuilles sont possibles pour un certain nombre de plantes. On arrache une feuille de la plante, on la pose sur la terre et sans rien faire, une nouvelle plante se crée. Nous voilà de retour dans le jardin de Carmen. En se promenant dans son jardin plein d'hostas géants, je tombe sur une surprise. Carmen, ce que je vois là-bas, ce sont des plantes d'intérieur. Elles n'ont rien à faire dans le jardin. Le coléus supporte bien de passer l'été dehors. Il y produit même de très belles couleurs. Bien sûr, pour l'hiver, je le déplace à l'intérieur, parce qu'il supporte mal les températures en dessous de 5 degrés. Dès que les nuits se refroidissent, il faut le rentrer. Je le garde dans un grand pot que je ne dois pas trop arroser et dans un endroit assez ombragé. Ça, c'est une bonne idée. Pas de pot individuel, mais un grand pot commun pour tout arroser en une fois. L'automne n'est pas loin, les nuits vont être plus froides. On devrait peut-être le déplacer. Je le prends, on le met dans ce pot. On remplit d'abord avec de la terre. Et ensuite, on le met simplement, Si possible, assez profond. Et en principe, je le retaille un peu à ce moment-là. et tu le rapatries dans ton salon? Idéalement dans une pièce fraîche et éclairée, sinon elle se flétrit. Oui, c'est vrai. Ma grand-mère en avait une plante bizarre qui n'avait qu'une feuille perchée au bout d'une longue tige. Moi, quand je la taille, j'y vais de bon cœur. Ensuite, elle forme un buisson. Oui, on a souvent peur de faire du mal à la plante. C'est vrai. Il faut y aller franchement. Oui, c'est ce que fait le jardinier. Tu as donc réalisé ce jardin de A à Z avec ton mari. Mais tu travailles à côté? Tu as 2 enfants, tu tiens un blog sur le jardin qui est devenu connu. Comment tu fais? C'est ma passion. Pour moi, le blog, c'est plutôt un journal de bord pour suivre l'évolution et l'état du jardin. C'est d'abord pour toi. Oui, quand je plante des bulbes en automne, pour le printemps, je peux suivre l'évolution. Et c'est aussi une documentation pour les autres. Je donne aussi des conseils et des astuces. Tout s'est développé en même temps que le jardin. Tu as combien d'abonnés sur ton blog? Maintenant, plus de 12 millions. Pardon? Oui. 12 millions? Et ils viennent visiter ton jardin? Non, mais au début, j'avais pas mal de visiteurs. Alors ça, c'est prêt. Moi aussi, j'apprends beaucoup avec Carmen. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire passer l'été dehors à mes plantes d'intérieur. Chez les sigristes, le jardin est présent même à l'intérieur de la maison. Il y a peu de différence entre dedans et dehors.
On habite vraiment dans le jardin. La véranda, avec ses pots, ses plantes grimpantes et tous ses accessoires, crée une transition fluide entre la maison et le jardin. Quand on aménage une terrasse, il y a 2-3 choses auxquelles il faut faire attention. C'est ce que va nous expliquer notre paysagiste Céline Gourtner. Les grandes plantes peuvent rendre une terrasse plus chaleureuse. Mais avant de les installer, il faut faire attention à certaines choses. Un bac de ce genre, rempli de terre et de plantes, peut devenir très lourd. Il faut donc estimer quel poids la terrasse peut supporter. Ici, on peut aller jusqu'à 300 kg par mètre carré. C'est pourquoi j'ai choisi ce bac léger, en polyester, et de la terre qu'on met sur les toits. Pour des raisons de sécurité, le bac doit être à 1 mètre de distance de la balustrade, pour éviter qu'il puisse servir de promontoire. Le bac est doublé avec du polystyrène pour protéger de la chaleur et du froid. Un bon écoulement est nécessaire pour éviter que le bac soit inondé. Ici, j'ai un écoulement surélevé pour que l'eau puisse être stockée dans le fond et absorbée par la plante plus tard. C'est pratique quand on part en vacances. Tout d'abord, on verse une couche de drainage, des boules d'argile, 5 cm au-dessus du niveau de remplissage de l'eau. Pour que la couche de drainage reste intacte, on ajoute une surface de filtration par-dessus. Pour sécuriser les grandes plantes, j'ajoute encore un ancrage. Pour que la terre puisse stabiliser l'ancrage, je mets un tissu par-dessus. Je vais ajouter maintenant un plant de myrtille. La myrtille est riche en vitamines et en nutriments. Comme ça, on n'a pas seulement quelque chose de beau, mais aussi quelque chose à grignoter en automne. Et pour la biodiversité, j'ai planté quelques arbustes de la région, comme par exemple l'arbre à neige et le cornouiller. De retour chez Carmen, allons jeter un coup d'œil dans la partie supérieure de son terrain. On va y découvrir un autre aspect de sa créativité. Carmen, tu aimes bien travailler avec des graminées? Oui, je les aime bien car elles refleurissent en automne. Là, on a des plates-bandes de graminées décoratives qui rejoignent une prairie naturelle. Quand elles fleurissent en juin, on peut y voir des marguerites, des campanules et des scabiosas. Le reste du gazon autour de la maison est uniforme et facile à entretenir. On a semé un mélange de gazon classique très résistant. C'était très pratique quand les enfants étaient encore petits. Je mets souvent de l'engrais sur ce gazon, ça le rend plus résistant. J'utilise un engrais azoté au printemps, fin mars et début avril, et j'en ajoute une fois par semaine en mai. En été, j'utilise un engrais à libération lente. Et en automne, un engrais calcaire pour gazon. Je n'aime pas trop les épandeurs. Je le lance à la main, je regarde combien il en faut par mètre carré et je le jette à la main. Un bon mouvement du bras, je passe une fois dans un sens, puis en diagonale. Et je trouve que la croissance du gazon est plus régulière. Je remarque ensuite où il en manque et je peux toujours en remettre. Là, derrière, il y a une structure intéressante. Ça, on l'a fait en pierre de grès, comme les autres murets. Des pierres de différentes tailles. C'est un peu du recyclage. Oui, exactement. C'est les surplus. Il y a des herbes aromatiques, des baies et des plantes apicoles. J'ai beaucoup de plantes dans mon jardin. Et ces plates-bandes surélevées me facilitent le travail. Et franchement, esthétiquement, elles sont parfaites. C'est mon mari qui les a construites. À propos du mari et des 2 enfants, Yana et Morin, je ne les ai pas encore rencontrés. Je me demande ce qu'ils pensent de la passion de Carmen pour son jardin.
Carmen, je vois que ta famille est déjà près du feu. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner? On a fait une fondue. Une fondue? Oui. Bonjour tout le monde. Je peux me joindre à vous? Vous faites ça souvent, la fondue en plein air? Plutôt en hiver. Oui, plutôt en hiver. Et c'est comment d'avoir une maman qui est toujours dans le jardin? Il faut parfois l'aider, désherber. Oui, quand on est puni, on doit désherber. Puni? Oui, enfin, de temps en temps, on l'aide, bien sûr, c'est OK. Mais ça vous plaît de jardiner? Pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? C'est un peu trop souvent. Et toi, Rolf, t'en penses quoi? T'es plutôt l'homme des travaux lourds? Oui, c'est ça. Carmen a la main verte et moi, je fais les gros travaux. C'est agréable de voir le résultat du chantier une fois fini. Ça me réjouit. Et j'ai cru comprendre que tu ne t'en mêles pas plus que ça. Non, c'est vrai. Carmen a une vision claire de ce qu'elle veut et tout ce qu'elle imagine est toujours magnifique. Elle a toujours de bonnes idées. Et vous profitez tous aussi du jardin? Oui, quand on rentre du travail ou de l'école, on aime retrouver le jardin. Avec toute cette verdure, c'est tellement beau. Ça fait plaisir à entendre. Et vous y avez beaucoup joué? Vous aviez un bac à sable? Ça, c'était il y a longtemps, quand on jouait dans le bac à sable. Depuis, il a été enlevé. On l'a enlevé et on l'a débarrassé l'automne dernier. On a fait un arrangement provisoire qu'on terminera l'automne prochain. De cette plate-bande provisoire, ils vont faire quelque chose de définitif, une petite place chaleureuse. Aujourd'hui, on débarrasse le bac à sable des enfants. Mon mari va utiliser un reste de gravat du chantier de la maison pour construire un muret. D'abord, je vais déterrer toutes ces plantes et les mettre de côté. Comme ça, on aura une vision dégagée. Mon mari est là. On va mettre le turbo. Je vais aller chercher les pierres. Les pierres pour construire le mur. C'est lourd, oui. En faisant quelques pauses, ça ira. Je mets du gravier dessous pour que les pierres tiennent bien, pas qu'elles s'affaissent. Je mesure où va se positionner le nouvel angle du mur. Ça sera l'entrée. Cette pierre, on va la laisser. Elle est trop lourde pour qu'on la bouge. Là, je vais faire le marquage au sol. D'habitude, je prends un spray de craie, mais là, j'en ai pas. Ça fait rien. Je vais marquer avec de la farine. Maintenant, je peux aller prendre un café. La pause est bien méritée. Rolf, lui, est chargé de la construction du mur. En suivant les traces de farine, il s'agit de creuser un sillon, de le remplir de gravier et ensuite d'empiler les pierres au mieux pour monter le mur. C'est comme un puzzle. Pour réussir à assembler ces pierres et en faire un mur, il faut mettre, enlever, remettre. Pas simple. Encore quelques brouettes de terre pour remplir l'espace et voilà une nouvelle plate-bande pour la faune et la flore. Oui, ça a l'air pas mal. Je suis content avec ce muret. Ça valait la peine de mettre du gravier parce que comme ça va bien tenir. Un premier pensionnaire pour la plate-bande, une boule de buis récupérée chez un ami. Pas de doute que cet arbuste va prospérer dans sa nouvelle demeure. Je suis super contente et j'aime recevoir des plantes des autres jardiniers. Ensuite, chaque fois que je passe à côté, je me rappelle de la personne. Moi aussi, je donne des plantes ou des boutures et j'espère que quelqu'un pense à moi. Il est vraiment super. Les anciennes plantes sont remises à leur place.
Une herbe aux écouvillons, une fougère et différentes euphorbiacées vont assurer l'aspect luxuriant de cette nouvelle plate-bande. Après les avoir plantées, il faut faire attention à bien immerger le tronc de chacune des plantes. Peu importe l'humidité de la terre. Les racines doivent bien entrer en contact avec la terre. Sur le chantier, on retrouve Rolf. Il tasse le sol de la petite place. Le gravier concassé doit être bien tassé avant d'y verser le gravier rond, plus épais. Quand le gravier est ratissé, on peut commencer à meubler. Une table, quelques chaises, et c'est l'heure de fêter la fin du chantier autour d'une bière. Je suis très contente de cette boule de buis. Elle est vraiment superbe. Un jardin, ça évolue en permanence. Il faut constamment y ajouter quelque chose. Oui, Refaire de nouveaux murets. et il y a toujours les nouvelles idées de Carmen. Enfin, on ne s'ennuie jamais. C'est aussi important d'en profiter, non? Oui. Vous avez un rituel en fin de journée? Oui, je bois volontiers une bière après une journée de travail. Mon mari me rejoint quand il rentre à la maison. En été, on est souvent assis dehors. Il y a plein d'endroits dans le jardin. On a l'embarras du choix. Pour résumer ce qu'on a vu, un jardin, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est important d'organiser son temps pour pouvoir aussi en profiter. Comme maintenant, en mangeant cette fondue. Ce qui m'a impressionné ici, c'est que tout a été réalisé avec un petit budget et beaucoup de savoir-faire. Dans notre prochaine émission, on fera le bilan de cette saison, riche en jardins. Nous réunirons tous les jardiniers que nous avons rencontrés au cours des 10 émissions. Ils pourront se raconter les succès et les déboires de leur jardin et échanger leurs expériences. Et si tous partagent la même passion pour les plantes, nous verrons que leurs rêves peuvent être très variés.